90 minutes business, l'invité. Notre invité aujourd'hui dans 90 minutes business, Gaël Brisson, fondateur d'Hollyworking. Bonjour. Bonjour Sandra. Merci d'être avec nous. Hollyworking qui facilite le télétravail à l'étranger des salariés en poste. Alors vous allez nous dire comment ça fonctionne. Moi, ce que je trouve drôle, c'est que vous avez eu cette idée en 2019, à l'époque où en France le télétravail faisait doucement rigoler. Comment vous avez vu que cette pratique pourrait prendre dans les entreprises ? C'est d'abord une question d'expérience, parce que j'avais à l'époque une structure dans l'IT qui était déjà organisée en full télétravail depuis des années. Et je me suis dit finalement, si on peut faire du télétravail à 10 km, 100 km, on peut très bien en faire à 10 000. Associé à ma passion de l'international et la volonté de permettre ça aux collaborateurs, oui. C'est Hollyworking qui est né au moins dans l'idée avant le Covid, effectivement. Comment ça fonctionne concrètement, Hollyworking ? Alors, en pratique, qu'est-ce qu'on fait ? On permet aux collaborateurs, aux salariés français, d'aller vivre une expérience à l'international de quelques mois, tout en gardant leur job, en poursuivant leur mission professionnelle. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On a deux volets d'intervention. Le premier, c'est de permettre de sécuriser le modèle entre l'entreprise, le salarié et nous. Et le deuxième volet, c'est l'accueil à destination, puisqu'on met à disposition un vrai environnement de travail pour les salariés. Et surtout, on y tient, on va favoriser l'immersion culturelle dans le pays pour rendre l'expérience riche et forte. On est convaincu que ça permet de grandir et de se forger. Ça a été mon cas, moi, à une époque. Ça m'a servi toute ma vie de chef d'entreprise. Et c'est un petit peu ce qu'on souhaiterait que les gens vivent à destination pendant ces quelques mois. Alors, ils durent combien de temps, ces contrats ? Alors, c'est de 3 à 12 mois. Là encore, expérience personnelle. 3 mois, parce que pour s'immerger dans une culture, ça nous paraît être le minimum. Et 12 mois, pour que le lien avec les équipes, les fournisseurs, les clients, soit pas trop distendu. Donc, 1 an, c'est la bonne période. Alors, vous disiez qu'il fallait passer une sorte de contrat à plusieurs, c'est-à-dire avec le télétravailleur, évidemment, mais j'imagine que lui ne pose pas de problème, avec l'entreprise, avec vous, mais aussi avec le pays qui reçoit. Tout à fait. Alors, on a en France un triptyque contractuel, c'est notre innovation RH finalement, entre entreprises, salariés et nous. Et à destination, il y a des contraintes. On ne peut pas aller dans n'importe quel pays non plus. Il y a des sujets d'immigration, de taxes, etc. Oui. Et c'est notre job, nous, d'être en conformité finalement avec les lois du pays d'accueil. Alors justement, des pays d'accueil, il y en a de plus en plus. Dernièrement, il y a combien de pays qui font ça déjà ? Alors, tout à fait. En 2023, tout début d'année, là, on a comptabilisé 35 pays qui avaient ouvert un visa digital nomade. D'accord ? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2019, il n'y en avait qu'un. Donc, la croissance est vraiment importante. Donc, les pays, finalement, travaillent leur marque pays, comme ça que je l'appelle, comme les entreprises travaillent leur marque employeur. Alors, il ne faut pas forcément un visa digital nomade pour aller télétravailler dans certains pays. Il y a d'autres visas qui le permettent. Par contre, ça simplifie la vie et ça rend les choses très claires dans ces pays-là. Par contre, il y a des conditions aussi. Il faut certaines conditions de revenus. Sur certaines îles des Caraïbes, on va jusqu'à 50 000 € de revenus annuels demandés pour accueillir des télétravailleurs. Quel est leur intérêt à ces pays d'accueillir cette nouvelle population de voyageurs ? Alors, il y en a plusieurs, mais évidemment, c'est d'accueillir des gens qui ont un certain pouvoir d'achat dans leur pays. On constate que les premiers à avoir basculé et ouvert ces visas il y a une quinzaine d'îles ou de petits pays, donc ceux qui sont un peu plus agiles. Voilà. Et puis, il y a encore une fois l'effet Covid. Ils étaient en perte de touristes, donc ils ont cherché à accueillir des nouveaux profils de personnes pour retrouver un petit peu de devises sur place. Et le marché finalement des digital nomades dans le monde est en forte explosion. On a du mal à avoir des chiffres, c'est pas très bien quantifié aujourd'hui, mais en 2021, on estime qu'il y en avait à peu près 35 millions, on était juste après le Covid, donc c'était pas encore redémarré, et ça double tous les ans. C'est à peu près l'estimation du marché mondial. Ce qui est intéressant, c'est que suivant les pays, ils n'ont pas tous pris la même façon de se saisir de ces nouveaux arrivants en termes de réglementation, en termes de mise en place de l'accueil. La Thaïlande ou le Cap-Vert, ça n'a pas donné la même chose, par exemple. Rien à voir. Alors, je peux parler du Cap-Vert, parce que j'y étais il n'y a pas très longtemps, et j'ai rencontré à la fois le ministre du Tourisme et puis le responsable de la police sur l'immigration. Et on voit qu'en fait, tout est aligné dans ce pays-là pour favoriser l'accueil. Et ça, c'est une clé de réussite et de succès.
vis-à-vis des nomades digitaux à accueillir. Sur la Thaïlande, il y a beaucoup de buzz, on en parle beaucoup, mais c'est très complexe et il n'y a encore rien vraiment de facile et d'ouvert sur la Thaïlande. Donc le niveau de maturité des pays est très variable. On voit que c'est quand même d'abord les petits pays qui se sont mis dans la dynamique, mais on voit quand même de plus en plus de pays qui avancent. Je pense qu'on sera à plus de 40 pays d'ici à la fin de l'année largement, avec des vrais visas digital nomades. Et puis on va voir un peu comment ça fonctionne du côté des entreprises, parce que j'imagine que les salariés, il y a de la demande, c'est pas le problème. Les entreprises, comment les convaincre d'accepter que leurs travailleurs, leurs salariés aillent dans d'autres pays pendant plusieurs mois sur ces missions de 3 à 9 mois pour travailler? Alors, il y a plusieurs intérêts pour les entreprises, mais je crois que le plus important finalement, c'est la conviction que ça va amener quelque chose aux collaborateurs. Oui. En général, quand on avance vite en interne dans une boîte, c'est que le dirigeant, il a cette vision-là, il se dit mais ouais, c'est génial, ils vont pouvoir apprendre une langue, ils vont pouvoir grandir, ils vont pouvoir s'épanouir, ça va leur amener quelque chose. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est évidemment la marque employeur, oui. Fidéliser des talents, recruter des nouveaux talents. C'est un vrai argument au moment du recrutement des candidats, de leur dire vous allez passer 9 mois au Cap-Vert. Vous allez pouvoir le faire. Rien que de dire qu'on peut le faire, c'est un vrai argument d'embauche. Même si les gens n'ont pas forcément ça en projet, ça fait partie finalement de l'ADN des sociétés qu'ils proposent. Donc je prends le cas par exemple d'un apprenti qui avait très bien travaillé dans son entreprise. Il voulait découvrir le monde, il voulait voyager. Et sa dirigeante voulait l'embarquer. C'était un vrai talent. Donc, ils ont conclu de faire du Holy Working pendant 1 an. Et elle l'a recruté en CDI. Le premier jour de son CDI, il est en partance pour Bali. Il va enchaîner avec la Thaïlande et le Canada. On peut en faire plusieurs à la suite. Ça dépend de l'entreprise. On a une formule un petit peu globe-trotter, mais ça dépend des entreprises. Tout à fait. Certaines, en fonction des métiers, en fait, c'est plus lié aux métiers qu'aux entreprises, peuvent dire, bah voilà, ce job-là, il est compatible que dans un fuseau horaire lié aux clients, aux fournisseurs, aux équipes. Donc le choix de pays du coup se restreint finalement par rapport à ça. Puis il y a d'autres métiers qui ont moins de contraintes. On peut se permettre d'avoir une demi-journée de décalage par exemple. Oui, effectivement. On ajuste un petit peu ces horaires à distance. Combien vous en avez envoyé pour le moment? Alors aujourd'hui, on en a envoyé 25. On a une centaine de projets identifiés pour cette année. Pour 2023. Voilà, sur 10 destinations, puisqu'on a ouvert 10 destinations. Comme on accueille sur place, on a des référents qu'on appelle les Holy Coach, qui vont veiller à ce que tout se passe bien, à faire de l'expérience quelque chose de fort et riche pour ceux qui partent. Vous avez parlé tout à l'heure de ressources et de domaines particulièrement d'activité. Quels sont les métiers les plus représentés dans les personnes que vous allez envoyer, les 100 personnes que vous allez envoyer cette année à l'étranger? Alors, incontestablement, l'IT, le numérique, pour 2 raisons fondamentales. Les fonctions sont plus compatibles, on va dire. Au niveau RH, il y a une vraie pénurie et une vraie agilité, on va dire RH en termes d'ADN. Oui. Après, on a tous les métiers des services, de la com, de la finance, du marketing, du commerce quand il est globalement sédentaire. Voilà. Donc tous ces métiers de service, c'est typiquement là on a une grosse écoute. Profil idéal pour Holy Working. Merci beaucoup Gaël Brisson d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Dans 90 minutes business.